Bonjour chers téléspectateurs, je suis très heureuse d'être avec vous pour ce nouveau numéro du magazine des Nations Unies dont voici les titres. La directrice régionale de l'OMS AFO a séjourné au Congo du 14 au 16 février dernier. Le HCR a doté le ministère des Affaires sociales en matériel d'une valeur de 25 millions de francs CFA. L'invité de ce numéro est M. Mohamed Abchir, représentant résident adjoint du PNUD au Congo. L'OMS AFO réitère son soutien à l'amélioration des soins au Congo. C'est ce qu'on peut retenir du séjour de travail de la directrice de cette institution intercongolaise du 14 au 16 février dernier. Cette première visite officielle du Dr Rebecca Moiti a été une occasion pour elle de s'imprégner de la situation sanitaire dans le pays. Reportage. Cette visite de travail de 72 heures intercongolaise a permis à la directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé, le Dr Rebecca Moiti, de se faire une idée nette de la situation sanitaire au Congo. Ce, à travers les échanges que le fonctionnaire omnisien a eu avec les autorités de la République, notamment le chef de l'État Denis Sassou Nguesso, avec qui la directrice régionale de l'OMS a discuté de la vision sur la santé au Congo. Le docteur Rebecca Moiti a par la suite rencontré le Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération ainsi que la ministre de la Santé de la population. Les échanges entre ces personnalités et la directrice régionale de l'OMS ont porté sur les priorités du gouvernement en matière de santé, la coopération entre l'OMS et le Congo entre autres. Le 15 février, deuxième jour de travail du docteur Rebecca Moiti en terre congolaise a été marqué par la signature d'un mémorandum au ministère de la Défense nationale. Un accord qui vise à accroître l'efficacité de la contribution des acteurs dans la réponse en cas d'épidémie et de catastrophes sur toute l'étendue du territoire national. La directrice du bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé a également, au cours de son séjour de travail au Congo, visité quelques structures sanitaires de Brazzaville et a échangé avec les cadres de ces dites structures, à savoir le Centre hospitalier universitaire de Brazzaville, le Centre national de la drépanocytose, la Faculté des sciences de la santé, le Centre inter-État d'enseignement en santé publique et le Centre d'achat des médicaments essentiels situé en Pila. Les centres de santé intégrés de Mariangwabi et de Madibou, dans le 6e et 8e arrondissement de Brazzaville, sont deux autres structures sanitaires qui ont été visitées par la directrice régionale de l'OMS. Dans ces deux centres, le docteur Rebecca Moiti a remis des dons composés de quelques matériels de travail et des médicaments. La boucle de ces 3 journées de travail de la directrice régionale de l'OMS au Congo a été portée sur les échanges avec les cadres du ministère de la Santé et de la Population et avec la presse nationale et internationale où elle a réitéré le soutien de son institution à l'amélioration des soins au Congo. Nous sommes très engagés à accompagner le Congo à travers notre pays et avec l'intervention directe de nos équipes au niveau du bureau régional pour faire bénéficier le pays du fait que nous sommes joués sur les réformes que vous avez entamées, surtout sur la mise en œuvre du plan sanitaire qui est en cours d'être finalisé. Et bien sûr, nous allons continuer à appuyer d'autres volets, y compris la santé maternelle et les maladies transmissibles. A noter que le docteur Rebecca Moiti, originaire du Botswana, a été élue directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique le 1er février 2015. Elle est la première femme à occuper ce poste. « 25 millions de francs CFA, c'est le prix évalué en matériel que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en République du Congo a remis au ministère des Affaires sociales et de l'action humanitaire. Je vous propose de suivre cet élément. 25 millions de francs CFA,
c'est le prix évalué en matériel que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en République du Congo a remis au ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire. Ce don composé d'ordinateurs HP, d'imprimantes et d'appareils photo Canon, ainsi qu'un appui financier pour aider le ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire à assister les personnes en détresse. À cet effet, Sir Modeste Kwame, représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en République du Congo, a évoqué dans son allocution la situation d'insécurité dans le département du Pôle qui justifie l'aide. La situation d'insécurité dans le département du Pôle a conduit les populations des zones touchées à trouver refuge dans d'autres départements. La diversité des localités d'accueil et la mobilité permanente des familles rendent difficile la maîtrise des effectifs des déplacés du Pôle. Cette situation réduit considérablement l'efficacité de l'assistance humanitaire. C'est dans le souci de pallier ce déficit que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, avec l'appui financier du gouvernement chinois, a pris l'initiative d'appuyer votre ministère dans l'identification, le recensement et l'enregistrement des populations déplacées. Après la remise de matériel au ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Antoinette Nzinganzondo, la patronne de ce ministère, n'a pas manqué de mots tout en évoquant les besoins du ministère. Je voudrais vous dire un grand merci pour ce geste. On a des besoins dans tous les domaines, que ce soit au niveau des effectifs, que ce soit au niveau du renforcement des capacités, que ce soit au niveau des infrastructures, au niveau du matériel. Il faut rappeler que la présente cérémonie s'inscrit dans la mise en œuvre du protocole d'accord signé le 21 novembre 2017 entre le gouvernement de la République du Congo et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le lycée commercial 1er mai a succédé au lycée Nganga Edouard en remportant la deuxième édition du concours interlycée du meilleur exposé sur l'Holocauste. Un concours organisé par le Centre d'information des Nations Unies à l'occasion de la commémoration du 27 janvier, Journée internationale en mémoire des victimes de l'Holocauste. Reportage. 9 lycées publics de Brazzaville au total ont pris part à ce concours du meilleur exposé sur l'Holocauste organisé par le Centre d'information des Nations Unies, UNIC, à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale en mémoire des victimes de l'Holocauste. Mercredi 24 janvier, jour du lancement de ce concours, les participants ainsi que les membres du jury ont eu droit à des explications et à la projection d'un film sur le massacre perpétré par les nazis en pleine Deuxième Guerre mondiale à l'égard en majorité les Juifs. Il était donc question de les mettre en parfum. Pensez-vous que vous pouvez faire quelque chose de bien et remporter même ce concours? En tout cas, de mon côté, je sais que le Lumumba a toujours été premier. Nous allons tout faire pour que ce prix nous revienne de droit. Avec les éléments que vous avez eus ce soir, êtes-vous prête à affronter ce concours? Oui, je suis prête. Par rapport à quoi? Par rapport à ce que on nous a parlé, de ce que je fais, Comment comptez-vous déjà affronter ce concours? Je vais m'exercer à la maison. Le lundi 29 janvier, après 4 jours de travaux, chaque lycée représenté par 3 élèves ont passé tour à tour pour présenter son travail. Ce phénomène de l'Holocauste a été mis en place grâce à l'arrivée au pouvoir d'Hitler avec sa doctrine définie dans son livre Mein Kampf qui signifie mon combat. Jaloux qu'il était, il a pensé qu'un jour s'il devenait à la tête du pays, il devait exterminer tous les juifs. Et lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a eu cette possibilité. Ça a été une histoire très atroce, très douloureuse. C'est enfin le lycée commercial 1er mai qui a répondu aux exigences du jury, suivi de la réconciliation et de Agostino Neto. Chaque lycée a reçu de la part du Centre d'information des Nations Unies un certificat de participation et quelques présents.
À noter que ce concours intègre la dimension de sensibilisation de la jeunesse sur les faits similaires à ceux d'origine de l'Holocauste afin de pouvoir donner la possibilité de faire obstacle à ces genres d'initiatives. Mise en œuvre dans 140 pays du monde depuis son établissement en 1971 par l'Assemblée générale de l'ONU. Le programme des volontaires des Nations Unies est une organisation de l'ONU qui promeut le volontariat afin de soutenir la paix et le développement de par le monde. Alors, comment fonctionne cette organisation et comment devenir membre, élément de réponse dans ce dossier? Le programme des volontaires des Nations Unies, organisation établie par l'Assemblée générale des Nations Unies depuis 1971, regroupe en son sein des hommes et des femmes professionnels prêts à s'engager pour la paix et le développement dans le monde sans être employés de l'ONU. Dans les 140 pays du monde où ils sont présents, les volontaires des Nations Unies viennent en aide à travers les différentes agences du système des Nations Unies aux personnes victimes des migrations forcées, des conflits armés et des catastrophes naturelles. En République du Congo, on compte plusieurs volontaires des Nations Unies. Les volontaires des Nations Unies ne sont pas des employés du système des Nations Unies. Nous recrutons des personnes qui sont prêtes à s'engager pour la paix et le développement dans le monde et nous les plaçons au sein du système des Nations Unies, dans les différentes agences du système des Nations Unies. Ils ne reçoivent pas de salaire, mais une allocation, une indemnité de subsistance qui leur permet de vivre quand même décemment parce que quand on est volontaire, on est volontaire à temps plein. Parce que le volontaire des Nations Unies, avant tout, il a une compétence, il a une qualification et également il a une certaine expérience dans son domaine. Qui peut devenir volontaire des Nations Unies et comment? Sika Aouo Sonda, chargé de programme volontaire Nations Unies au Congo, Gabon, répond. Le programme des volontaires des Nations Unies est ouvert à tout le monde, quelle que soit la nationalité. En termes d'âge, le minimum pour les jeunes volontaires, ils sont classés en 18 et 29 ans. Et pour les spécialistes, le minimum est de 25 ans et il n'y a pas d'âge limite au-delà de 25 ans. La façon la plus directe, c'est d'aller sur le site du programme des volontaires des Nations Unies qui est www.unv.org www.unv.org et de créer son profil dans notre base de données. Les volontaires des Nations Unies peuvent travailler dans leur communauté d'origine ou être affectés dans d'autres pays. Vous allez comprendre qu'un volontaire national, c'est quelqu'un qui exerce dans son pays d'origine. Et un international, c'est quelqu'un qui quitte son pays pour venir dans un autre pays pour exercer. Alors ma première motivation, c'était revenir au Congo parce que j'insiste là-dessus, je suis VNU nationale. En cherchant un peu les différentes opportunités pour revenir travailler au Congo, j'ai vu passer cette annonce. Et j'avoue que j'ai vu volontaire, mais je n'ai pas vu autre chose que volontaire et le Congo. Et volontaire, je savais plus ou moins ce que c'était, mais pas complètement volontaire des Nations Unies. Et j'ai juste pensé que c'était comme lors du recrutement à Bukavu. Et j'ai dit, j'y vais sans aucun souci, je fonce. À mon avis, je devrais faire la différence parce que je suis congolaise. Cette aventure permet à ces hommes et femmes engagés pour le bien des communautés et des personnes vulnérables de bénéficier d'une riche expérience au-delà de la compétence qu'ils mettent à disposition des populations, reconnaissent-ils. Être volontaire des Nations Unies, c'est une expérience qui est très très riche. Au-delà du travail, au-delà du temps, de la compétence qu'on met à la disposition des populations, on met à la disposition de nos structures d'accueil, nous apprenons énormément de ces structures d'accueil, de la culture et on se sent le plus utile. Dès que j'ai eu l'opportunité de venir dans un pays magnifique comme le Congo, je n'ai pas hésité à sauter sur cette opportunité. Je crois que le Congo, la culture, elle est très très riche.
c'est l'une des motivations qui a fait que je suis venu au Congo. Nous avons des mécaniciens, nous avons des médecins, nous avons des chargés de programme. Vraiment, c'est toute une panoplie, c'est vraiment varié. Le volontariat est tout d'abord un état d'esprit. Ceux qui se lancent sur cette voie doivent à cet effet disposer leur cœur pour le bien des populations. Quand on est volontaire des Nations Unies, on ne se confine pas simplement au travail sur le terrain, mais on doit également s'engager dans sa société, s'engager dans sa communauté pour pouvoir aider ceux qui ont le plus besoin. Le volontariat, c'est vraiment l'une des manières, ou sinon que la meilleure, d'apporter sa touche dans l'édification de la paix au développement du monde. Au Congo, le programme VENU a déployé plus de 150 volontaires entre 2007 et 2017 et actuellement 30 volontaires de l'ONU, nationaux et internationaux, contribuent au développement du pays. Le programme VENU est administré par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Chers téléspectateurs, comme annoncé dans le titre, vous suivrez l'interview du représentant résident adjoint du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD qui a été reçu sur le plateau de Christine Doulou. Suivez. Bonjour Monsieur Mohamed Abchir. Bonjour Madame. Que signifie PNUD et depuis quand cette organisation a-t-elle été installée en République du Congo? Merci beaucoup Madame. Le PNUD, donc en sigle, c'est une organisation internationale, c'est le Programme des Nations Unies pour le développement. Nous sommes présents au Congo depuis le 23 octobre 1976. Et nous sommes également présents dans plus de 177 pays du monde. Donc vous pouvez aisément imaginer le réseau de connaissances auquel nous appartenons et qui fait partie également de notre valeur ajoutée quand nous appuyons un pays. Le mandat du PNUD est vaste. Quels sont les différents domaines d'intervention en République du Congo? Nous intervenons, je dirais, depuis la reconstruction, par exemple, quand il y a un conflit ou après un conflit ou quand il y a une catastrophe naturelle, donc jusqu'aux questions de développement. Donc cela passe également, je parlerai également des questions de développement durable. Nous jouons un rôle extrêmement important. Donc nous le faisons sous différentes formes. Cela peut être sous forme de conseil au gouvernement. Cela peut être en termes de renforcement des capacités des institutions nationales, des ONG, de la société civile. Cela peut être en termes d'appui à l'exécution des différents projets et programmes. Cela aussi peut être sous la forme de la mise en place, si vous voulez, de partenariats stratégiques, donc avec d'autres organisations, avec d'autres partenaires au niveau international. Dans le domaine de la gouvernance, nous appuyons des activités qui tournent un peu aux alentours des élections, par exemple. Récemment, on a fait des formations pour les femmes qui étaient candidates au Parlement, par exemple. Nous appuyons les processus de décentralisation, nous appuyons les processus de réforme de l'État, nous appuyons tout ce qui concerne le foncier, ainsi de suite. Ensuite, un autre domaine qui est extrêmement important, c'est le développement durable, c'est l'environnement. Donc on a aussi beaucoup d'activités dans ce domaine-là. Vous savez que le Congo, c'est la forêt d'Afrique centrale, c'est le deuxième poumon du monde. Donc cela peut passer par exemple, des activités de lutte anti-braconnage, ça peut être la conservation, la biodiversité. Nous intervenons aussi finalement dans ce qu'on appelle la lutte contre la pauvreté, ou plutôt la croissance inclusive. Là aussi, nous appuyons le gouvernement dans le contexte actuel, par exemple, sur les questions de diversification de l'économie. Vous savez que pendant des années et des années, le Congo s'est appuyé beaucoup sur le pétrole. Maintenant, on a vu les limites de cette politique parce que quand le prix du baril de pétrole a chuté, le pays a fait face à des difficultés. Donc nous sommes là également pour conseiller le pays dans le cadre de la diversification de l'économie. Je prendrai un exemple très simple. On est en train de travailler avec le ministère du Tourisme, par exemple, sur comment développer le tourisme. Le Congo est actuellement en train de développer son programme national de développement, le PND, donc pour 2018-2022. Donc nous sommes en train d'assister également le gouvernement dans l'élaboration de ce document et d'autres documents sectoriels.
peut-on se faire une idée générale des résultats de l'action du PNUD sur le terrain? Le premier résultat, et peut-être certainement celui qui n'a pas de prix, c'est la paix. Le PNUD, depuis la fin des années 90 jusqu'au début des années 2000, avait appuyé le gouvernement congolais dans, par exemple, le programme de démobilisation, de réintégration des ex-combattants, et au retour de la paix, à la cohésion sociale dans le pays. Je crois que ça a été des efforts très louables, et je crois que c'est quelque chose que nous pouvons mettre au crédit, pas seulement de l'organisation, nous sommes une organisation qui appuie, mais également du gouvernement. Nous avons lancé un programme il y a 2 années sur la jeunesse. On a réussi à former quelques centaines de jeunes aussi sur différents métiers. Des jeunes, pour certains, qui avaient abandonné l'école et qui, je pense, à travers ces interventions, ont pu prendre goût, de nouveau, être motivés. Et je dirais même, il y a beaucoup de jeunes filles aussi, et on les a mis dans des centres de certaines ONG, la société civile aussi, qui travaille dans ce domaine-là, et où ils ont pu apprendre des métiers, et même certains, aujourd'hui, continuer à poursuivre leurs études. Vous savez que beaucoup de jeunes aiment travailler à la fonction publique. Et nous essayons de leur dire qu'il n'y a pas que la fonction publique, il y a d'autres choses qu'ils peuvent faire, et ils ont énormément de talent. Donc on essaye un peu de les motiver, en faisant par exemple, la dernière fois nous avons fait un programme, une compétition sur les innovations, et j'ai été agréablement surpris en 48 heures de voir ce que les jeunes Congolais étaient capables, des applications qu'ils sont capables de développer. Donc c'est un changement un peu de paradigme, c'est un changement un peu dans les mentalités également que nous sommes en train d'essayer en tout cas de mettre en place, et beaucoup de ces jeunes qui ont été formés avec nos partenaires sur les questions d'entrepreneuriat, nous leur avons également remis des ressources financières pour qu'ils puissent démarrer leur projet. Je parlerai également, peut-être tout particulièrement, des femmes. Je vous ai mentionné tout à l'heure les aider quand elles veulent être candidates pour participer. On ne peut pas ignorer 50% de sa population. Donc c'est très important. Nous les avons aidés dans le domaine des élections, mais également dans d'autres domaines, pas seulement à travers les activités que nous faisons dans le domaine humanitaire, mais sur par exemple les techniques agricoles, comment les former pour qu'elles puissent produire. Et on s'est rendu compte que chaque année, l'Afrique perd à peu près l'équivalent de 90 milliards de dollars pour ne pas impliquer les femmes dans le développement d'un pays. C'est énorme, hein? Donc on va peut-être faire le calcul pour le Congo, voir ce que le Congo perd, le fait que peut-être les femmes ne sont pas encore impliquées à 100%. Le PNUD coordonne-t-il l'action des autres agences du système des Nations Unies? Merci de poser cette question, et je crois qu'en tout cas elle a beaucoup de mérite, parce qu'il y a beaucoup de confusion très souvent sur cet aspect-là. Le PNUD, ce n'est pas le PNUD qui coordonne les autres agences en fait, mais il y a ce qu'on appelle un coordonnateur résident du système des Nations Unies, et qui, en même temps, est le représentant résident du PNUD. Voilà. Donc c'est le coordonnateur résident du système des Nations Unies qui, lui, a la responsabilité de coordonner les autres agences. Donc il a ici au Congo 3 chapeaux. Il a le chapeau de coordonnateur du système des Nations Unies, il a le chapeau de représentant résident du PNUD, et il a le chapeau aussi d'agent habilité sur les questions de sécurité. Moi, en tant qu'adjoint du PNUD, je l'assiste dans la gestion au jour le jour du programme des Nations Unies pour le développement. Les objectifs du développement durable ODD ont été adoptés en 2015 par les États membres des Nations Unies. Quels changements peuvent-ils apporter dans le quotidien des populations? Beaucoup, je pense. Beaucoup de changements. Si c'est quelque chose qui est, je dirais, pris à bras le corps et avec un engagement ferme. Premièrement, les ODD adressent, je dirais, toutes les facettes du développement. Et elles prônent également une approche qui est une approche, comment dire, une réponse qui est multiple et qui est également coordonnée. Les ODD intègrent un peu ce qu'on appelle les 3 dimensions, c'est-à-dire la dimension un peu économique, la dimension sociale et la dimension environnementale. Avant, on avait des agendas qui étaient parallèles. Maintenant, on a un agenda qui intègre un peu ces 3 aspects et qui approche ça de manière un peu inclusive. On ne fait pas les choses séparément, on essaye de les faire de manière inclusive et intégrée. Il y a également la question de
de la durabilité environnementale, vous savez ce qui se passe, et des changements climatiques aussi. On parle beaucoup des érosions côtières, on parle beaucoup des inondations dans certains quartiers ici, dans la capitale. C'est un phénomène qui est là. Donc, ce sont des investissements qui sont perdus, d'abord, chaque année. On met l'accent un peu sur la prévention, par exemple. Comment s'assurer que ce type de phénomène ne se reproduise plus. Mais tout cela, comme je l'ai dit dans mon introduction, va demander un engagement très ferme et va également demander, bien entendu, une bonne gouvernance, l'implication des populations qui sont concernées pour qu'elles participent d'abord à la mise en œuvre des ODD, mais également qu'elles participent au suivi et à l'évaluation des actions qui sont en train d'être faites dans le cadre des ODD. Comment le PNUD contribue-t-il aux côtés du gouvernement dans la mise en œuvre des ODD dans le pays? Je peux le dire avec beaucoup de fierté que je crois que c'est un domaine où nous avons réussi à avoir une excellente collaboration avec le gouvernement. D'abord, il y a une feuille de route qui a été développée avec la partie nationale, en particulier le ministère du Plan, pour la mise en œuvre et la promotion de l'agenda 2030. Cette feuille a été adoptée, donc il y a une feuille de route qui est très claire. Les ODD, c'est 17 objectifs et avec leurs cibles. Le Congo n'a pas besoin peut-être de prioriser tous ces objectifs. Donc on a fait un exercice de contextualisation. Ensuite, nous avons fait tout un travail avec une trentaine de cadres de différents ministères, en particulier les directeurs des études et de la planification, pour voir comment maintenant on va hiérarchiser, comment on va prioriser et comment nous allons faire pour intégrer tout ça dans le programme national de développement. Et donc, on n'a pas deux agendas séparés, on a un seul agenda maintenant qui est intégré dans le PND. Donc, quand le gouvernement va mesurer, je dirais, les résultats dans le cadre du PND, en même temps, il va également mesurer les réalisations dans le cadre des ODD. Le PNUD n'est pas le seul qui travaille dans ce domaine. On a eu le plaisir, disons, la responsabilité de coordonner un peu les autres agences du système des Nations Unies dans ce domaine, mais toutes ont contribué. On a un groupe qui travaille dans ça. Le PAM travaille sur les questions alimentaires, la FAO travaille sur les questions agricoles, l'UNICEF sur les enfants, ainsi de suite, l'OMS sur la santé. Donc, toutes ces différentes agences ont contribué au travail qu'on a fait avec la partie nationale. Donc, nous avons quelque chose, je dirais, qui est bien avancé et qui, je crois, nous rend tous très fiers. Et c'est la première fois, je crois, ça n'a pas été le cas dans le cadre des OMD, c'est-à-dire l'agenda précédent, mais celui-ci, je crois que le gouvernement congolais l'a pris extrêmement au sérieux et je profite de l'occasion pour féliciter également le ministère du Plan avec qui nous avons travaillé. Est-il possible d'évaluer la contribution financière annuelle du système des Nations Unies, notamment le PNUD, dans la mise en œuvre de ces différents domaines d'intervention cités au début? Je peux vous donner quelques chiffres. Vous savez que le contexte actuel, malheureusement, financier n'est pas très bon. Donc, évidemment, nous subissons tous de plein fouet la crise actuelle. Mais je dirais que de façon annuelle, pour tout le système des Nations Unies, on est à quelque chose de l'ordre de 50 à 60 millions de dollars par an, donc qui couvre tous les domaines. Ça va de l'humanitaire au développement. Pour ce qui concerne le PNUD, de manière annuelle, nous sommes aux alentours de 5-6 millions de dollars. Donc, ils font partie de cette enveloppe globale que j'ai mentionnée. Mais il ne faut pas oublier une chose, ce n'est pas le montant total en tant que tel de toutes les interventions que nous menons, parce que le Congo est un pays à revenu intermédiaire, et le Congo a souvent financé son développement. Donc, il nous arrive aussi à tous, peut-être de moins en moins, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps encore, que le gouvernement nous fasse confiance et mette des ressources à disposition du système des Nations Unies pour la mise en œuvre des programmes. Donc, chaque dollar, disons, que nous mettons sur la table, le gouvernement mettait, encore il n'y a pas longtemps, 3 à 4 dollars des ressources nationales pour appuyer. Donc, le montant que j'ai donné, c'est la contribution du système des Nations Unies, mais une grande partie vient du gouvernement aussi. Voilà, c'est par cette interview que nous mettons fin à notre magazine. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt sur Télé Congo.